Après les exploits de David Goffin en mars, le mois d'avril est plutôt un assez mauvais cru pour le tennis belge. Alors surtout chez les filles, bon chez les garçons, au niveau des futurs en tout cas, ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a eu 4 titres en simple et autant en double. Chez les filles par contre, ça a été très faible dans l'ensemble. Alors on espère évidemment qu'elles vont se ressourcer au mois de mai, avec leur équipe interclub notamment, puisque beaucoup vont se consacrer aux interclubs pendant le mois de mai. 2 joueurs sont vraiment sortis du lot ce mois-ci, et le grand vainqueur est incontestablement Christopher Heyman. Christopher qui a disputé 2 tournois à Antalya, 2 futurs. Il a remporté le premier, et il s'est incliné seulement en finale du second. Il confirme ainsi les bons résultats qu'il avait eus en fin d'année, et qui m'avaient poussé à lui consacrer un portrait ici au début de la saison, un portrait que je vous conseille de revoir évidemment. Au classement, lundi, Christopher fera son entrée dans le top 400 grâce à ses résultats. C'est donc vraiment une très belle progression. Il aura remporté une cinquantaine de places ce mois-ci. Le deuxième joueur à obtenir la note d'excellence ce mois-ci, c'est Omar Salman. Il a disputé 3 tournois à Hammamet. Il n'était pas tête de série, donc c'était pas forcément gagné d'avance qu'il y fasse de très bons résultats. Et de fait, la deuxième semaine, il a connu un petit couac puisqu'il a été battu au premier tour. Mais ça n'enlève rien à sa demi-finale la première semaine et surtout à son titre lors de la 3e étape acquis donc dimanche dernier. Alors grâce à ce résultat, lui il va faire son entrée dans le top 500 lundi prochain. Et donc on espère évidemment que ça va lui permettre d'être un petit peu plus souvent tête de série en futur. Parmi nos joueurs du top, le seul à vraiment s'en sortir vraiment très bien, c'est Arthur De Greef. Alors Arthur, il a commencé la saison en Amérique du Sud par une série de Challenger. Il est ensuite retourné pour les 2 mois suivants dans le circuit futur avec quelques bons résultats, mais il nous tardait tout de même de le revoir en Challenger. Ça a bien réussi puisqu'il a atteint à Naples la 2e finale de sa carrière dans ce type de tournoi. Après, la première c'était à Buenos Aires en janvier. En Italie, il a en outre réussi à battre 2 joueurs classés entre la 100e et la 120e place, ce qui en fait constitue sa 2e et sa 3e performance en carrière. Il est ensuite parti disputer 2 autres challengers en Chine avec 2 moins bons résultats, même si ça n'avait rien de honteux. Il a tout de même franchi un tour à Nanjing et a atteint les quarts de finale à Anning. Arthur est maintenant dans le top 200, mais surtout il a quasiment aucun point ou très peu de points à défendre jusqu'à la fin de l'été. Donc il a vraiment de très bonnes chances d'encore beaucoup progresser au classement durant les 3 ou 4 prochains mois. Germain Gigounon aurait presque pu obtenir également la note d'excellence. Bon, il est redescendu au-delà de la 400e place alors qu'il était encore top 200 en septembre, ce qui l'a poussé à retourner jouer quelques 10 000 $, quelques futurs de 10 000 $. À Szeged en Hongrie, il a d'abord été battu en quart de finale la première semaine, et puis la 2e semaine, il a remporté le tournoi. C'est son premier titre depuis 1 an et demi, puisque bon, Challenger, il n'a pas remporté de titre. Et c'est en tout cas vraiment un titre qui fait du bien au moral. Il faudra voir dans les prochaines semaines si c'est un vrai retour, mais en tout cas c'est vraiment très encourageant. Pas de titre pour Julien Dubail, mais il s'est montré encore très régulier. Tout d'abord en Challenger, au Gosier en Guadeloupe, il est sorti des qualifications et a même failli battre la tête de série numéro 5 du tableau au premier tour. Ce n'est que sa 4e participation à un tableau final de Challenger, donc c'est quand même un bon résultat. Il est ensuite retourné en futur pour faire une demi-finale à Antalya et une finale à Héraklion. Cette finale en Crète, c'est surtout la 7e réalisée depuis 1 an pour Julien. Vraiment pour obtenir la note maximale et pour qu'il soit vraiment comblé, il ne lui manque vraiment plus qu'un titre. Concentré sur ses études, Stein Meulemans n'a débuté sa saison qu'en ce mois d'avril. Alors plutôt pas mal puisqu'il a tout de suite atteint une demi-finale au futur d'Antalya. La semaine suivante par contre il a été surpris dès le 2e tour. Sander Gillet est en forme. Il a été disputé en Ouzbékistan ses 2 premiers 25 000 $, à Karchi et à Bukhara plus exactement. Les 2 fois il a franchi le premier tour dans le tableau final et en plus lors de la première étape, il était sorti des qualifications. En double, il est vraiment très fort. Il a remporté à Bukhara son premier titre donc à ce niveau, au niveau des 25 000 $. Ça fait suite tout de même à 17 titres remportés en 10 000 $ ces 3 dernières années. Le jeune Loïc Huchak poursuit sa progression dans les futurs. Les 2 premiers tournois qu'il a disputés au mois d'avril à Héraklion et lors d'une première étape à Santa Margherita di Bula, il a été battu au 2e tour des qualifications.
Mais toujours en Sardaigne, pour le troisième tournoi qu'il a disputé, il est sorti des qualifications et a pris la mesure de la première tête de série du tableau final au premier tour. Donc vraiment une très belle perf pour Loïc. Maxime Powell, lui, a disputé 2 tournois à Antalya. Alors la première semaine, il a perdu au dernier tour des qualifications, mais la deuxième, il a rejoint le tableau final et ne s'est arrêté qu'en quart de finale. En chemin, il a en plus battu le 650e mondial, ce qui constitue sa meilleure perf à ce jour. Absent depuis l'été 2014, Yannick van den Bulck fait vraiment un sympathique retour. Il était assez guette comme Germain Gigounon pour 2 futurs. Il est revenu avec seulement une victoire, mais ces 2 défaites étaient très encourageantes puisqu'il n'a perdu dans des matchs très très serrés que face à des joueurs vraiment très expérimentés comme le Canadien Frank Dancevich qui est un ancien top 100 et que les spectateurs connaissent peut-être bien puisque on l'a rencontré récemment en Coupe Davis. Ça fait vraiment plaisir de revoir Yannick à un aussi bon niveau, lui qui fut quand même top 500 à peine 19 ans en 2010. La première fille de ce carnet de notes arrive très très loin dans la liste. Il s'agit d'Elissa Van Langendonk qui réalise un bon mois d'avril puisque, bon, comme Maxime Powell, elle était à Antalya et comme lui, elle a perdu en qualification la première semaine avant d'atteindre les quarts de finale du tableau final la semaine suivante. C'est tout de même seulement son deuxième quart de finale dans un futur, dans un 10 000 $ de sa jeune carrière, donc vraiment un très bon résultat pour Elissa. Comme très souvent, Yannick Mertens s'est montré très efficace en futur. Il a d'ailleurs remporté son 21e titre à ce niveau à Heraklion en début de mois. Par contre, son retour en Challenger a été moins bien, comme assez souvent. Il a perdu dès le premier tour à Turin et à Ostrava. Mais ce n'est pas pour ça que Yannick a fait les gros titres ce mois-ci. Malheureusement, le double qu'il a disputé et perdu au premier tour à Turin avec le néerlandais Mark Vervoort a fait l'objet de paris vraiment exagérés pour plus de 90 000 €. Alors la fédération néerlandaise a déposé une requête au Tennis Integrity Unit et attend que celle-ci fasse une enquête sur ce qui s'est passé exactement. Que penser de cette affaire ? Tout d'abord, bon, nous ne connaissons pas Yannick personnellement, mais tous les témoignages qu'on a pu lire de personnes qui le connaissent laissent penser que vraiment c'est pas du tout le genre de joueur à tricher. En plus, bon, il connaissait les risques. Voilà, il a 28 ans actuellement, il joue son meilleur tennis, il a peut-être une chance unique d'atteindre enfin le meilleur niveau, peut-être le top 100 d'ici 1 an ou 2 s'il continue à progresser comme actuellement. Bon, une longue suspension qui arriverait maintenant ruinerait complètement ses espoirs, ce serait vraiment idiot et je ne pense pas que Yannick soit idiot. Alors lors d'un double, il y a 2 joueurs, un seul joueur qui lève le pied suffit évidemment à perdre le match. Mais on ne peut pas non plus incriminer son partenaire Vervoort, qu'on connaît encore moins que Yannick. Et de toute façon, les 2 joueurs, jusqu'à preuve du contraire, sont présumés innocents. Il se peut aussi tout simplement qu'un des 2 joueurs était malade ou blessé et savait très très bien qu'il n'avait aucune chance de remporter ce match. Bon, ils l'ont joué quand même parce qu'en Challenger, il y a quand même quelques dollars à la clé, même pour une défaite au premier tour en double. Et bon, il se peut que quelqu'un de mal intentionné ait eu vent de cette blessure, de cette faiblesse, et ait décidé de miser ou de vendre cette information à des miseurs. Le plus dommage dans cette affaire, c'est évidemment qu'elle ait été ébruitée avant les conclusions de l'enquête. Ça jette un doute évidemment sur la probité des 2 joueurs, ça les suivra même probablement s'ils sont innocentés. Bon, nous on en parle juste dans cette vidéo parce qu'il me semblait utile qu'on donne notre avis. Et notre avis, c'est évidemment un soutien total à Yannick dans la défense de ses droits et dans son combat pour prouver son innocence. Mais c'est la seule fois où on en parlera avant les conclusions de l'enquête. Kimur Kopejans c'est un petit peu à la peine depuis quelques semaines. Bon, il s'est un petit peu repris en ce mois d'avril, qu'il a commencé par une défaite au premier tour des qualifications lors du tournoi ATP de Marrakech, mais il a rebondi par la suite en atteignant les quarts de finale au Challenger de Turin et en franchissant encore un tour à celui d'Ostrava. Alors, ce ne sont pas encore des résultats exceptionnels, mais il y a quand même un petit frémissement du côté de Kimmer qui est à confirmer dans les prochaines semaines. Joris Delors poursuit son apprentissage au niveau des Challengers. À Naples et à Barletta, il a été battu respectivement au 3e et au 2e tour des qualifications, mais à Turin, il a réussi à rejoindre le tableau final où il a été battu au premier tour. Bon, ça fait tout de même 6 matchs remportés par Joris à un assez bon niveau, des joueurs aux alentours de la 300e place mondiale.
mais malheureusement, évidemment, relativement peu de points remportés ce mois-ci. Le début de mois de Niels de Zeng n'a pas été à la hauteur. Il a été battu au deuxième tour des qualifications du Challenger du Gosier et au deuxième tour dans le tableau final du futur d'Héraklion. Il a été contraint là à l'abandon. Il s'est heureusement repris en toute fin de mois aux 25 000 $, futur 25 000 $ d'Angers, où il a atteint les quarts de finale et il a offert une belle résistance à la première tête de série. Julien Kalina a connu un mois assez similaire puisqu'il a été battu au deuxième tour des qualifications à Barletta, un challenger, puis il a été battu dès son entrée à Angers, mais c'était face à la première tête de série. Par contre, à Grasse, pour un 25 000 $ également, il a lui aussi atteint les quarts de finale. Comme les 2 mois précédents, Clément Gaines y a été de sa petite demi-finale en futur, c'était à Hammamet. Alors la semaine précédente, il avait par contre été battu au deuxième tour, toujours en Tunisie. Ça commence presque à devenir une petite habitude, mais Maxime Othom, ces derniers temps, réalise de meilleures performances en double qu'en simple. Alors en simple, il a tout de même atteint une demi-finale aux 25 000 $ d'Angers, mais la semaine suivante, il a perdu d'entrée face à un invité à Grasse. Par contre, en double, il s'est imposé dans les 2 tournois. Le mois de Michael Geerts a plutôt bien débuté, avec une demi-finale en simple à Antalya et en plus une finale en double. Par contre, la suite de sa tournée turque a été moins fructueuse, puisqu'il a, lors de la deuxième étape, perdu au premier tour, c'était contre Stein Meulemans, et lors de la troisième étape, il a abandonné également au premier tour, en raison d'une douleur à l'épaule. Bon, la durée de son indisponibilité n'est malheureusement pas encore connue. Joran Wegen marque un petit peu le pas en simple. Lors des 2 25 000 $ qu'il a disputés en Ouzbékistan, il a perdu dès le premier tour et à chaque fois face à un qualifié. À Karchi, c'était d'ailleurs face à Sander Gillet, son partenaire d'entraînement. Par contre, en double, avec Sander, il a remporté son premier 25 000 $ à Bukhara. Vincent Poncelet a disputé 2 futurs à Doha. La première semaine, il a été battu au dernier tour des qualifications, mais la deuxième, il a réussi à rejoindre le tableau final. Et en plus, en double, il était en demi-finale des 2 épreuves. La seule de nos top joueuses à plus ou moins limiter la casse, c'est Elise Mertens. Alors la Limbourgeoise a réussi un bon premier tournoi à Changwon pour un 25 000 $, où elle a atteint la demi-finale en simple et la finale en double. Par contre, la suite a été tout de même nettement moins bonne, puisqu'elle a perdu d'entrée aux 50 000 $ de Dotan et de Charlottesville. Marie Benoît a conclu une tournée aux États-Unis par une note un petit peu décevante aux 25 000 $ de Jackson, où elle a été battue d'entrée. Par contre, à Wiesbaden, elle s'est bien reprise. Elle a franchi le premier tour, elle n'a perdu qu'en 3-7 face à l'ancienne top 100 Sharon Fishman, et elle s'est imposée en plus lors de l'épreuve de double. Après une défaite au deuxième tour à Dijon pour un 10 000 $ où elle était tête de série numéro 1, donc c'est assez décevant, Elin Boykens s'est aussi bien rattrapée à Wiesbaden puisqu'elle a atteint les quarts de finale, et ce n'est que la 4e fois de sa carrière qu'elle atteint un quart de finale dans un 25 000 $. Après un bon quart de finale à Dijon, Hélène Skolsen s'est rendue à Sharm el-Sheikh en Égypte, où les 2 épreuves qu'elle a disputées ne lui ont pas trop souri. La première semaine, elle a été battue d'entrée, mais c'était pas la tête de série numéro 3. Et la deuxième semaine, elle n'a franchi qu'un tour. Britt Gukens n'a disputé qu'un seul tournoi ce mois-ci, au mois d'avril, c'était à Antalya, et elle y a également franchi un tour. Steffi Stolmans a disputé 2 10 000 $ à Héraklion. Alors les 2 fois, elle était obligée de passer par les qualifications. Elle est sortie des qualifications à chaque fois, et lors de la deuxième épreuve, elle a même franchi le premier tour. En fin de mois, elle s'est rendue à Wiesbaden, juste pour jouer le double, et elle a atteint la finale. Pour n'importe lequel de nos joueurs, atteindre un 8e de finale en Masters 1000, suivi d'un quart en ATP 250, ça vaudrait la cote d'excellence, mais pas pour David Goffin. Après le mois de mars qui nous a servi le mois dernier, ce qu'il a fait ici, pas seulement lors de ses défaites contre Granollers à Monte-Carlo et contre Zverev à Munich, mais aussi lors de quelques victoires assez poussives, c'est vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire. On l'a vraiment trouvé fort impatient à certains moments, assez peu mobile, et bon, alors ça reste des résultats corrects même pour lui. Normalement j'aurais mis la cote plutôt de bien, mais ici je mets quand même moyen parce que ce qui est vraiment décevant, c'est qu'il avait une occasion peut-être unique, l'avenir nous le dira, d'entrer dans le top 10, et donc il lui suffisait pour ça de faire un bon résultat dans l'un des 2 tournois. Et en plus, à Monte Carlo, son tableau s'était dégagé, à Munich il était tête de série numéro 1, donc c'était vraiment
possible de faire un bon résultat et d'atteindre ce top 10. Bon, maintenant, ça arrive à tout le monde d'avoir un mois un petit peu plus faible, même à lui, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien de mal fait. Je suis sûr qu'avec ses entraîneurs, il va faire les ajustements pour être un petit peu plus efficace sur terre battue dans les prochaines semaines. Mais malgré tout, voilà, c'est une petite chance de top 10, de premier top 10 belge masculin qui s'échappe. Ça va être compliqué de retrouver une chance pareille dans les mois qui viennent parce qu'il a des points à défendre. Il lui faudrait vraiment un petit exploit à Roland-Garros ou à Wimbledon. Mais voilà, on ne sait jamais, il peut quand même encore avoir une chance lors de l'été par exemple. Alexandre Folli a disputé 2 tournois et n'a remporté qu'un seul match, ce qui est relativement faible, mais à sa décharge c'était tout de même 25 000 $, et les joueurs contre lesquels il a perdu ne sont pas des manchots puisqu'il s'agit de Jonathan Esserich qui est top 300 et ancien champion du monde junior. Et lors du deuxième tournoi, c'était le monégasque très expérimenté Benjamin Ballin. Après des mois d'absence, Benjamin Do a fait son retour lors du tournoi d'Hammamet. Il a malheureusement été battu au premier tour, mais je ne mets pas la cote minimum à un joueur qui n'a disputé qu'un seul match, donc je le classe ici parmi les résultats moyens. Partie disputée, les 2 futurs de Doha. Arnaud Neveu n'est revenu qu'avec une seule victoire, mais bon, les 2 joueurs qui l'ont battu étaient tout de même mieux classés que lui. Thibaut Sèvres a remporté 2 matchs lors de ces 3 épreuves disputées à Hammamet, et donc pas de points pour lui non plus. Janina Wickmayer a encore une fois prouvé que c'était vraiment une joueuse de Fed Cup. Solide et hargneuse, elle a réussi à remporter ces 2 matchs face à la Serbie, donc dans la rencontre qui a permis à la Belgique de retrouver le groupe mondial. C'est vraiment elle qui a pesé de tout son poids pour ramener cette victoire à la Belgique. Malheureusement, elle n'a pas vraiment réussi à poursuivre sur sa lancée puisqu'elle a échoué au premier tour des tournois d'Istanbul et de Prague face à des joueuses qui semblaient quand même à sa portée. Kirsten Flipkens a été surprise le premier jour lors de la Fed Cup par Krunic, mais elle a tout de même réussi à se relever et à apporter le point de la victoire de dimanche. Elle non plus n'a pas vraiment réussi à poursuivre sur sa lancée puisqu'elle a été battue assez précocement dans les tournois d'Istanbul au deuxième tour et à Rabat au premier tour, là aussi par des joueuses à sa portée. Le parcours d'Isaline Bonaventure en avril n'a pas été bien meilleur puisqu'elle a perdu au deuxième tour des qualifications à Charleston et au premier tour des qualifications à Prague. Alors entre les deux, elle était en Fed Cup, elle n'a disputé que le double sans enjeu et elle l'a perdu. Avec Anne-Sophie Mestak également qui n'a disputé elle, que ce double en avril. Et en plus Alison Van Uyvan qui est toujours blessée. Ça donne un portrait d'ensemble de nos top joueuses, pas vraiment brillant et assez inquiétant en vue de Roland Garros. À Heraklion, Sophie Oyen a été battue d'abord en quart de finale la première semaine et au premier tour la semaine suivante. Alors, dans 10 000 $, c'est vraiment pas suffisant pour une fille qui a vraiment les moyens d'être en demi-finale chaque semaine dans ce genre de tournoi. Le constat est le même pour Clark Liebens, malgré un bon début de mois avec une demi-finale à Dijon. Elle a ensuite perdu 2 fois au premier tour à Heraklion, et donc ça gâche un petit peu ce très bon début de mois. Catherine Chantraine a été battue au premier tour des 2 tournois qu'elle a disputés à Hammamet, mais lors de la deuxième épreuve, elle était toutefois sortie des qualifications. Victoria Smirnova n'a disputé qu'une seule épreuve, c'était à Santa Margherita di Pula. Elle a été battue au dernier tour des qualifications, mais repêchée, elle a à nouveau été battue au premier tour du tableau final. Sa sœur Anastasia Smirnova n'a pas fait beaucoup mieux dans le même tournoi. Elle a reçu une wildcard pour disputer le tableau final directement, mais elle a elle aussi été battue au premier tour. Enfin, Morgan Mikkels est sortie des qualifications à Sharm el-Sheikh, mais elle a ensuite été battue d'entrée dans le tournoi préliminaire de 10 000 $ de Dijon, ce qui vient contrebalancer un petit peu négativement ce bon début de mois. Après un début de saison plutôt réussi, Yannick Reuters s'est un peu effondré au mois d'avril. Il a été battu au deuxième tour aux 10 000 $ de Reus, et puis il est sorti d'entrée tant à Angers qu'à Grasse pour des 25 000 $. Le constat est identique pour Romain Barbosa, qui était parti disputer 2 épreuves 10 000 $ à Doha, et n'est revenu qu'avec un seul match remporté. Alors toutes ces défaites subies par ces 2 joueurs ne sont pas trop inquiétantes en soi, vu que ils ont tous les 2 réussi un très très bon début de saison. Attention toutefois à ne pas s'installer dans une spirale négative. Deborah Kers a subi 2 défaites, c'était dans le tableau final à Santa Margherita di Pula
et en qualification à Wiesbaden. Alors elle jouait face à deux bonnes joueuses, donc il n'y a rien de grave, mais ça fait suite déjà à un mois de mars un peu moins bon, donc attention là aussi. Mathilde de Witz a été battue au premier tour du tableau final d'une épreuve à Hammamet et au deuxième tour des qualifications d'une deuxième épreuve toujours en Tunisie. C'est quand même assez loin de ce qu'elle est capable de faire. Chez les jeunes, notre meilleure représentante a de nouveau été Lara Salden. Elle a aligné 2 demi-finales lors de tournois grade 2 en Bulgarie, c'était à Plovdiv et à Askovo plus exactement. Seppe Kuipers était lui aussi dans ces 2 tournois. En simple, ça n'a pas été trop bien, mais en double, il a atteint la finale du premier et a remporté le second. Au plus haut niveau, il faut encore noter le 8e de finale de Zizou Bergs lors du grade 1 de Vilhena. Un niveau un tout petit peu plus bas tout de même, il faut encore noter un bon quart de finale alors qu'elle était sortie des qualifications de Anaïs Defossé lors d'un grade 5 en Martinique et également un quart de finale de Louise Wittouk lors d'un grade 4 à Nottingham. La ville de Robin des Bois et de son cruel shérif a également accueilli un tournoi U14 en catégorie 3. Alexander Gilson a réussi à y remporter le premier titre international de sa carrière. Noah Martens, lui, a été battu en demi et les deux ont atteint une finale côte à côte en double. Enfin, Romain Faucon a atteint une demi-finale à Athènes et un quart de finale à Solin. En plus, il a remporté ces 2 tournois catégorie 3 en double. Voilà, ceci conclut cette nouvelle vidéo carnet de notes. Un carnet d'avril plutôt moyen avec quelques bonnes performances en futur, mais surtout beaucoup de contre-performances de nos élites. On leur fait confiance pour rectifier le tir au mois de mai. À bientôt!